Bonsoir, merci d'être présent donc ce soir pour évoquer avec moi l'histoire des sportives par les textes qui l'ont accompagnée. Je ne suis pas assez en face. Ça va mieux? Bon. La communication que je vous propose aujourd'hui est le fruit de mon travail de thèse. Après 5 années de recherche, passées à récolter et à analyser des textes, j'ai eu l'impression d'avoir assemblé un trésor en ce qui concernait l'histoire des sportives, souvent méconnues, et qui pourtant me permettait de mieux comprendre les discours d'aujourd'hui. Aussi, afin de les partager, je les ai réunis dans une anthologie, sans aucune prétention à l'exhaustivité, mais avec un vrai souci de représentativité quant à la variété des voix, des idées et des représentations qu'ils véhiculaient. C'est de ces textes que nous allons parler ce soir, en limitant le corpus à la période allant de la fin du XIXe à la première moitié du XXe siècle. Ces textes donnent à lire les débuts du sport féminin en France, de son émergence à sa structuration en club et en fédération. Un premier constat s'impose. Le corps des femmes a suscité et continue de susciter un ensemble de discours. Très tôt, les discours médicaux se sont emparés de la question. Les femmes peuvent-elles pratiquer le sport? Ne faut-il pas limiter leur pratique? Quel but doit motiver leur activité physique ou sportive? Les manuels de savoir-vivre et de morale y sont aussi allés de leurs recommandations, prescrivant les tenues, en bannissant d'autres, préconisant des pratiques, en vilipendant certaines, sans que ne soient finalement consultés les principales intéressées. Les romanciers, curieux de l'avènement d'un nouveau personnage sur la scène sociale, l'ont investi sur le plan fictionnel. Or, la littérature donne à voir, dans sa dimension fictionnelle ou poétique, un univers de représentation et de fantasmes, de normes, de valeurs. Parce que le sport est un espace qui construit, pérennise, voire avive les normes de genre, son écriture exacerbe les interrogations sur l'identité féminine. Aussi, l'objectif de la communication sera de rendre compte de la polyphonie discursive qui accompagne le développement du sport au féminin. À l'heure où les discriminations dans le champ sportif sont une préoccupation sociale et politique, ce retour par les textes permet de mieux comprendre l'ancrage historique de certains discours, mais aussi de circonscrire la prégnance d'imaginaire. Force est de constater que les injonctions sociétales portées au corps des femmes, et plus précisément au corps des sportives, sont toujours d'actualité. À titre d'exemple, nous pourrions évoquer les récentes injonctions relatives aux tenues des joueuses de beach-volley ou de handball de plage. Ces discours, ces injonctions, s'inscrivent dans une histoire plus large où l'attention portée au corps des sportives a déjà fait couler beaucoup d'encre. Nous commencerons ainsi par nous intéresser aux figures insolites que voient naître les premières heures du sport dans l'Hexagone à la fin du XIXe. Premier constat, ces premières pratiquantes ne sont pas vraiment des sportives. Elles envisagent les terrains de sport comme de nouveaux lieux de distraction, des espaces originaux de sociabilité. Désignées par l'anglicisme de sportswomen, elles sont d'abord des aristocrates et envisagent le sport comme un style de vie élégant. Ces femmes de sport pratiquent l'escrime, le golf, le tennis, l'équitation, le patinage, des sports alors réservés à une élite sociale. La pratique sportive devient une occasion d'afficher de façon ostentatoire une situation. Hippodromes et tennis-clubs sont des vitrines d'une société en exposition. L'histoire du tennis est en ce sens révélatrice. Les premiers cours implantés dans l'Hexagone sont le fait d'initiatives privées. Installés dans des hôtels huppés de stations balnéaires à la mode, ils avaient pour but d'attirer les touristes issus de l'élite sociale et les riches anglais en villégiature. Or, ces femmes de sport sont remarquées très tôt par la littérature. Le baron de Vaux, dans son ouvrage « Les femmes de sport » de 1885, s'emploie à cataloguer les plus célèbres d'entre elles, dont il livre des portraits détaillés. En introduction à sa série de portraits, il constate l'évolution des mœurs et des modes. Je cite, alors je vais donner la lecture de plusieurs textes, puisque c'était vraiment le but aussi de cette communication, de vous faire entendre toutes ces voix. Sous l'influence des mœurs anglaises, depuis un quart de siècle, en France, les conditions d'existence de la femme subissent d'importantes modifications, et le sport, avec tous les développements qu'il comporte, fait partie intégrante de la vie de nos mondaines. Autrefois, la danse et par exception l'équitation constituaient les seuls exercices du corps inscrits au programme de l'éducation féminine.
Il n'était même pas de bon ton pour une femme de se livrer à la pratique du sport. La marquise d'Aylesbury, conduisant elle-même son duck aux Champs-Élysées, révolutionnait les passants, et le pistolet de la duchesse de Montpensier, faisant son carton aux côtés de son mari, effarait la sainte reine Marie-Amélie et les dames de la cour de Louis-Philippe. Aujourd'hui que tout cela est changé, la gymnastique et tout ce qui se rattache au sport aquatique ou terrestre a droit d'entrer dans les maisons les plus sévères. Les courses, les concours hippiques ont développé pour la femme le goût du cheval. La dernière guerre l'a accoutumée à l'odeur de la poudre, tant et si bien qu'elle fait à présent le coup de fusil contre les lièvres et les lapins, à rendre des cartouches aux hommes. Enfin, l'extension croissante de l'art de l'escrime, sa présence aux assauts d'armes, lui a donné à son tour l'envie de manier le fleuret. Dans les portraits cris de brosse de la baronne de Rothschild ou de la vicomtesse de Gilly, pour ne citer que quelques exemples, le baron de Vaux insiste sur la dimension exceptionnelle de ces femmes de sport. Pourtant, assez rapidement, ces pratiques se diffusent dans la société et intègrent les distractions de la société bourgeoise. La mode des bains de mer, par exemple, conduit le tout Paris sur les plages normandes, et le goût pour le canotage porte la bourgeoisie de la capitale sur les bords de la Seine, où fleurissent les guinguettes. Émile Zola livre de belles pages sur la pratique de la vélocipédie ou de la baignade. Le sport rime aussi avec les mœurs légères, et Guy de Maupassant se fait un témoin privilégié de ces nouvelles distractions. En effet, les milieux que dépeint Maupassant sont assez éloignés des pratiques distinctives de la haute société. L'auteur nous conduit dans les guinguettes et les établissements de bains qui les jouxtent, fréquentés par une faune interlope où les baigneuses exposent une sensualité racoleuse. La Grenouillère, célèbre guinguette de Croissy, et son établissement de bains, est ainsi au cœur de plusieurs nouvelles, dont La femme de Paul, publiée en 1881, et Yvette en 1884. C'est avec raison nommé la Grenouillère. À côté du radeau couvert où l'on boit, on se baigne. Celles des femmes dont les rondeurs sont suffisantes viennent là montrer à nu leur étalage et faire le client. Les autres, dédaigneuses, bien qu'amplifiées par le coton, étayées de ressorts, redressées par-ci, modifiées par-là, regardent d'un air méprisant barboter leurs sœurs. Sur une petite plateforme, les nageurs se pressent pour piquer leur tête. Ils sont longs comme des échalas, ronds comme des citrouilles, noueux comme des branches d'olivier, courbés en avant ou rejetés en arrière par l'ampleur du ventre. Et invariablement laids, ils sautent dans l'eau qui rejaillit jusque sur les buveurs du café. Dans la nouvelle Yvette, la guinguette est d'ailleurs décrite comme un endroit où les honnêtes femmes ne peuvent pas aller. Yvette, pourtant, la fréquente. Yvette nageait avec bonheur, avec ivresse, toute caressée par l'onde, frémissant d'un plaisir sensuel, soulevée à chaque brasse, comme si elle allait s'élancer hors du fleuve. Servini, son compagnon masculin, la suivait avec peine, essoufflé, mécontent de se sentir médiocre. Mais elle ralentit son allure, puis se tournant brusquement, elle fit la planche, les bras croisés, les yeux ouverts dans le bleu du ciel. Il regardait allonger ainsi à la surface de la rivière la ligne ondueuse de son corps, les seins fermes collés contre l'étoffe légère, montrant leur forme ronde et leur sommet saillant. Le ventre doucement soulevé, la cuisse un peu noyée, le mollet nu, miroitant à travers l'eau et le pied mignon qui émergeait. Ici, très clairement, le potentiel érotique de la nage est investi par le personnage dans une optique de séduction. Quoi qu'il en soit, en cette fin de XIXe et en ce XXe siècle naissant, pour reprendre le cri de Marcel Boulanger, les Françaises ne sont pas encore sportives. Effectivement, la conquête du sport par les femmes se fait véritablement à partir de la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle elles s'organisent en clubs, puis en fédérations, notamment sous l'impulsion d'Alice Millat. La Fédération des sociétés féminines sportives de France voit le jour en 1917. Et si Alice Millat y assure d'abord les fonctions de trésorière, elle en devient la présidente en 1919. Dès lors, elle mène un véritable combat pour le développement du sport en France et l'introduction des épreuves féminines au sein des Jeux olympiques. En effet,
Si ces derniers comptent assez tôt des sportives en démonstration, pour la natation, le tennis et le patinage, ils restent fermés à l'athlétisme féminin. Rappelons que selon Pierre de Coubertin, une olympiade féminine serait, je cite, impratique, inintéressante, inesthétique. Il préfère finalement laisser aux femmes le seul honneur de couronner les champions. Alice Millat contourne les interdits en organisant en mars 1921 une olympiade féminine, premier meeting international d'athlétisme, d'éducation physique féminine et de sport féminin à Monte-Carlo. Suite au succès de cette première réunion, elle fonde la Fédération sportive féminine internationale, dont elle assure la présidence. Sur le modèle des Jeux olympiques, des Jeux mondiaux féminins sont ensuite organisés à Paris, au stade Pershing, en 1922. 300 femmes de 5 pays y participent. L'expérience est rééditée en 1926, où des Jeux sont organisés à Göteborg, en 1930 à Prague, puis en 1934 à Londres. Finalement, en 1928, les Jeux olympiques s'ouvrent à l'athlétisme féminin, mais à titre d'essai. Ainsi du saut en hauteur, du lancer de disque, du 100 mètres, du relais 4 x 100 mètres et du 800 mètres. Ne pouvant réfréner le mouvement de développement du sport féminin, les instances sportives, dirigées par les hommes, tentent donc de le contrôler. À l'avènement de la sportive répond une multiplication de textes et de discours. Il s'agit essentiellement de voix d'hommes, qui tentent, dans le meilleur des cas, de croquer un mode en mutation, sinon de juguler un mouvement qu'ils peinent à contrôler. Ainsi, les manuels de savoir-vivre, et c'est le premier corpus sur lequel on va s'arrêter, s'emparent rapidement du phénomène sportif et s'emploient à dicter la bonne conduite des sportives. Selon Dominique Picard, réduits à leur forme essentielle, les traités de savoir-vivre peuvent être amenés à un ensemble de prescriptions, ce qu'il faut faire, et de proscriptions, ce qu'il convient d'éviter. Ils imposent des postures, des attitudes, des normes langagières, corporelles et comportementales à ceux qui les lisent. Les manuels de savoir-vivre entendent régler les pratiques sportives. Ils fixent notamment ce qui est autorisé aux jeunes filles et aux femmes et dictent d'interminables listes d'interdictions. Ils posent les règles de sociabilité des terrains de jeu, conseillent les tenues à adopter dans l'exercice du corps. Dans ce registre, la pratique féminine de la natation et du cyclisme soulève de nombreux commentaires, dénonçant la mise à mal de la décence et de l'élégance. Vous le verrez, on se questionne sur la pertinence pour une femme de monter à califourchon sur un vélo et sur les normes vestimentaires relatives au maillot de bain qui va dénuder les corps. Si les manuels et autres traités du genre sont abondants, les conseils sont souvent redondants. Ces manuels connaissent leur âge d'or au XIXe siècle et ils sont parfois de véritables best-sellers, réédités pendant plus de 50 ans. Au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, ils sont écrits par des auteurs au profil sociologique particulier. Attachés aux valeurs catholiques, ces derniers appartiennent ou font mine d'appartenir aux classes sociales dominantes. Ils mentionnent souvent de façon ostensible leur titre de noblesse pour assurer la crédibilité de leurs propos. Quand ils n'en ont pas, ils s'en inventent, à l'exemple de la baronne Staff. L'essentiel du lectorat est quant à lui issu des classes moyennes, constituées d'individus en quête d'ascension sociale. En effet, le discours des traités de savoir-vivre vise plutôt un lecteur qui n'est pas entièrement familier avec ses principes et ses règles. Ce que l'éducation ne lui a pas transmis, il cherche à l'acquérir par les livres. Pour autant, rien ne nous permet de confirmer que les recommandations dispensées dans ces ouvrages ont une influence directe sur les conduites effectives. Je vous propose un retour sur quelques extraits pour comprendre les codes d'une société qui tient à restreindre la liberté de ses filles et de ses femmes et à limiter à de rares exceptions la propagation du modèle sportif au féminin. La baronne Staff, dans un texte de 1896, considère ainsi qu'il est regrettable de voir la femme s'adonner aux sports violents qui font délaisser l'intérieur et de prescrire une liste de sports convenables à condition qu'ils soient pratiqués avec mesure. Je cite: « On peut accorder l'équitation à la femme, sans crainte de la voir se viriliser, à la condition, bien entendu, qu'elle ne se prenne pas de cette passion hippique toute moderne, qui entraîne de si grands abus. Il y a aussi le patinage. Je déclare tout de suite qu'il est charmant de voir des femmes jeunes et gracieuses glisser sur la surface solidifiée des lacs en faisant penser à une ressemblance avec les oiseaux qui rasent les eaux pendant les jours d'été. Leurs joues sont roses,
Leurs yeux brillent de l'ivresse de la course, vertigineuse et sans obstacle. La peur du muscle est clairement énoncée. Avec le développement de la masse musculaire, on craint une transformation de la silhouette des femmes, avec un danger ultime en point de mire, sa virilisation. Le mot est lâché. Le souci de grâce et d'élégance guide le choix des pratiques tolérées plus que conseillées. Surtout, les recommandations s'emploient à maintenir le sexe dit faible à sa place. Le romancier et moraliste notoirement antiféministe Marcel Prévost est on ne peut plus clair sur le sujet. En 1902, dans un manuel de morale qui prend la forme de correspondance que l'auteur adresserait à sa nièce pour la conseiller, sa position est sans ambiguïté. Je cite : « Accueillons donc et encourageons les sports, mais soyons avertis des dangers auxquels ils exposent quelques esprits de femmes insuffisamment pondérés. Le premier est d'attribuer à des occupations en somme inférieures et accessoires une importance démesurée, ridicule, encore plus choquant chez les femmes que chez les hommes. Ayant mis le souci des exercices physiques à la place qu'il doit occuper dans votre vie, vous tiendrez, ma chère nièce, en vous y livrant, à garder l'allure et les façons d'une femme. Là comme ailleurs, une femme peut s'adonner aux mêmes occupations qu'un homme, mais il faut qu'elle s'y adonne autrement. Qu'un bicycliste mâle ait l'air d'un singe agrippé par les pattes de devant au guidon et par les pattes de derrière à la pédale, ce n'est que demi-mal. Et si ce singe est dans cette attitude extrêmement vite, il sera tout de même un glorieux cycliste. Tandis qu'une femme, si elle bat disgracieusement tous les records du monde, est en somme une maladroite femme de sport. Ses triomphes sont autant de défaites. L'aisance harmonieuse des gestes est obligatoire pour le joli sexe. Les conseils persistent jusque dans l'entre-deux-guerres. Sous la plume de l'abbé Grimaud, dans un manuel de morale destiné aux mères et aux jeunes filles, dont le titre à lui seul expose l'unique projet d'avenir qu'il réserve aux femmes, futures épouses. Face au développement de l'athlétisme féminin, le ton n'en est que plus véhément. Je cite : « Par une pente toute naturelle, quiconque néglige l'esprit en vient à exalter le corps. L'une des manifestations et des plus modernes du culte de la chair, véritable relent de paganisme, c'est l'athlétisme féminin. Car aujourd'hui, nous assistons à cette nouveauté. Une propagande qui s'adresse surtout aux jeunes filles des écoles primaires officielles ou des lycées et aux jeunes employés ou ouvrières est organisée en vue de constituer parmi elles des sociétés de gymnastique et de sport. On fait miroiter à la travailleuse les bienfaits de cette institution. L'air lui manque au bureau ou à l'atelier. Il lui faut se ventiler les poumons, se développer les muscles, préparer au pays des femmes robustes en vue d'améliorer la race. La femme athlète est une erreur. Finalement, la femme, en adoptant la pratique sportive, met à mal sa famille et par là même l'ensemble de la structure sociale. Je cite à nouveau : « À quel moment s'exerce-t-on ? Le soir, après la journée faite, le souper à peine achevé, on court au préau pour l'entraînement. On en sort à 10, 11 heures. Et l'on rentre chez soi harassé. Quels loisirs resteront pour vaquer aux soins du ménage ? Adieu cuisine, couture, repassage, rangement. Adieu vie familiale. » Les sportives sont en outre explicitement comparées à des prostituées sous sa plume. Loin d'inspirer l'admiration par leur performance, l'exposition de leur corps suscite le mépris du moralisateur. Je cite : « Il suffit pour sentir le dégoût qu'inspirent ces fêtes d'avoir vu revenir d'un concours, empilées dans un camion auto, des jeunes filles en maillot de gymnaste, échevelées sous leur béret blanc, les jambes nues pendantes, et chantant de leur voix aigrelette un refrain malpropre. Quand on a joui de ce spectacle inattendu au détour d'une rue, on est en mesure de se faire une idée de la valeur moralisatrice des sports athlétiques féminins. » Des voix critiques s'élèvent donc pour tenter de limiter la pratique physique des femmes. On les incite ainsi à se tourner vers l'éducation physique à une période où les méthodes se multiplient. La méthode naturelle, la gymnastique suédoise, la culture physique ou la gymnastique en chambre
s'adapte aux pratiquantes. Les concepteurs de méthodes d'éducation physique semblent d'ailleurs unanimes quant au but de l'éducation physique féminine. Si la femme doit s'exercer, c'est dans le but d'accomplir sa mission suprême, la maternité. Si certains ne leur interdisent pas strictement la pratique sportive, ils considèrent tout au moins que le sport ne peut être enseigné qu'après une longue période d'éducation physique, méthode préparatoire, sorte de grammaire motrice. On va maintenant se pencher sur les ouvrages médicaux qui vont venir en quelque sorte donner des arguments scientifiques à tous ces détracteurs. Les ouvrages médicaux, donc, qui commentent et normalisent la pratique des femmes abondent, comme si la science tentait d'opérer une mise sous tutelle du corps de la sportive. En prenant voix au débat, les médecins assurent un socle scientifique à l'argumentaire. La nécessité d'une adaptation des pratiques semble alors devenir indiscutable. Ainsi, Philippe Tissier, qui présente une thèse de doctorat en médecine en 1887, apparaît rapidement comme un spécialiste des études sur la fatigue. Dans Hygiène du vélocipédiste, publié en 1888, il met en garde contre les méfaits de la pratique féminine de la bicyclette. Je cite : « Parlerai-je maintenant des accidents que le vélocipède peut provoquer sur les organes génitaux de la femme ? Outre que je ne me fais pas une image bien nette de sa position sur la sellette, la nature ne l'ayant pas faite pour ce genre de sport, j'estime que cette charmante et délicate moitié du genre humain a mieux à faire que de nous imiter. » Sous-entendant le plaisir onaniste, le médecin avance un argumentaire pseudo-scientifique pour interdire la bicyclette à la femme. La théorie du fameux utérus baladeur, dont les mouvements, provoqués par un excès d'activité physique, seraient à l'origine de nombreux troubles. Je cite : « À l'extrémité du vagin se trouve l'utérus. Il est suspendu entre les deux organes par deux ligaments, auprès desquels sont placés les ovaires. Or, qu'arrivera-t-il ? Le périnée sur lequel reposent ces organes, étant pressé par la sellette, les refoulera vers la partie supérieure du bassin, et l'utérus, obligé de se faire une place nouvelle dans la cavité abdominale, suspendu qu'il est par les ligaments, se penchera en avant ou en arrière, à droite ou à gauche. L'axe de l'ouverture du col de la matrice dans le vagin sera déplacé et la reproduction gravement compromise, sans compter les ulcérations, les hémorragies, les maladies des ovaires, les inflammations de la matrice et du vagin, etc., etc., qui peuvent survenir chez la grande blessée. Quand la femme est autorisée à la pratique physique, il s'agit donc essentiellement, dans le discours médical, d'une pratique d'éducation physique mesurée. Le souci du corps féminin est alors motivé par l'eugénisme. Les exemples en ce sens pourraient être multipliés. Contentons-nous de citer Edmond Desbonnets. En 1901, il nous dit : « La mission de la femme étant la maternité, il faut par tous les moyens possibles arriver à lui procurer la force nécessaire à l'accomplissement de cette mission, grandiose entre toutes. Plus la femme sera forte, énergique et développée, mieux elle sera en état de remplir les sublimes fonctions auxquelles la nature l'a destinée. » Philippe Tissier reprend l'argument en 1913. « Les femmes fortes font les peuples forts. L'homme ne vaut que par le foyer, avec la mère, l'épouse ou la sœur. Le rôle social de la femme grandit de jour en jour. Il faut éduquer la femme. L'éducation physique est la première éducation à lui donner, en vue de la constitution de solides moteurs humains, par de meilleures gestations et de plus saines et plus fécondes maternités. » Il est intéressant à ce sujet de s'attarder sur la stratégie mise en place par Alice Millat pour répondre à ces discours. Vous vous souvenez, Alice Millat, cette grande militante du sport féminin. En quelque sorte, la dirigeante du sport féminin reprend les discours conservateurs pour construire son propre argumentaire visant à défendre la pratique sportive féminine. Stratégie consciente ? Très certainement. Alors même qu'elle met en place des rencontres et des compétitions sportives, alors qu'elle défend la pratique de sport souvent condamnée pour les femmes, à l'exemple de l'athlétisme et du football, elle reprend à son compte l'argument eugéniste pour que le sport féminin ne soit plus condamné par ses détracteurs, renversant les argumentaires. Je vous livre sa réponse à une interview qui lui est consacrée dans les Cahiers de la République des lettres, des sciences et des arts en mai 1927. Je cite : « Le sport féminin a sa place dans la vie sociale au même titre que le sport masculin.
il devrait même passer au premier plan des préoccupations du gouvernement. Je n'exagère pas. Si l'on considère le sport comme un moyen de perfectionnement de la race, n'est-ce pas à la femme d'abord qu'on doit le faire pratiquer? Soyons logiques, au lieu de rééduquer un enfant de 15 ans malingre et chétif par un judicieux entraînement à la culture physique, ne vaut-il pas mieux prendre le mal à la racine et rendre la femme capable d'avoir des enfants solides? Alors, puisque la femme a la tâche la plus délicate dans le perfectionnement de la race, pourquoi les soins de tous les éducateurs ne lui sont-ils pas réservés? Bien sûr, Alice Mia va beaucoup plus loin en envisageant le rôle du sport dans la formation, notamment du caractère de ses pratiquantes. Je cite, « Le sport est aussi indispensable à la jeune fille moderne que toute autre pratique enseignée à l'école. Le sport développe la personnalité, donne de l'assurance et du cran, crée un esprit débrouillard. Ne sont-ce pas là des qualités que doit posséder sur le bout du doigt la jeune fille qui veut réussir dans la vie en 1927 ?» Alice Mia a tenté de faire entendre sa voix. Elle va multiplier les conférences, donc à Paris, mais dans l'Hexagone et même au-delà. Et elle défend le sport féminin régulièrement dans les colonnes de l'Auto, ancêtre du journal L'Équipe, dont on a dû vous parler la semaine dernière. Autre type de discours sur lequel je voulais m'arrêter, celui de la littérature. Car la littérature, nous l'avons vu en introduction, informe sur les représentations et les imaginaires d'une époque, sans que ne soit pour autant remise en question son autonomie d'œuvre artistique. Elle est une porte d'entrée peu explorée, mais pourtant signifiante vers l'histoire des représentations, des imaginaires et plus largement l'histoire culturelle. Or, dans l'entre-deux-guerres, la littérature à thématique sportive connaît un véritable essor. Le contexte est favorable. Décrire le monde en mutation est un enjeu à la fois littéraire et artistique. En accueillant les Jeux en 1924, Paris fait entrer les artistes dans le stade. Certains, en chroniqueurs attentifs, en offriront une transcription poétique et littéraire novatrice. Nous pouvons notamment penser à André Aubé, avec l'orgue du stade, ou encore à Géo Charles, avec la 8e Olympiade. Dans la 8e Olympiade, Géo Charles propose un compte-rendu en poème de toutes les épreuves olympiques, donc des Jeux de Paris. Les initiatives se multiplient pour assurer la promotion de cette littérature à thématique sportive. Les écrivains et artistes se réunissent en associations sportives. Pour ne citer que quelques exemples, le Plume Palette Club, né en 1919 autour de Marcel Berger. En 1922, l'association Lettres, Arts et Sport voit le jour, présidée par Jean Richepin. Enfin, en 1931, c'est la naissance de l'Association des écrivains sportifs, présidée par Tristan Bernard, association toujours existante. Certains auteurs justifient leur intérêt pour le sport par l'expérience de la guerre. Ayant connu les souffrances physiques dans les tranchées, ils font le choix, au sortir de la guerre, d'expérimenter une joie de vivre toute physique qui passe par l'exercice du sport, du corps et donc du sport. Parmi eux, on compte Tristan Bernard, Maurice Genevoix, Pierre Macorlan, Henri Chabrol, Henri Decoing, Jean Fayard, Maurice Leblanc, Paul Morand, etc. Au même moment, plusieurs concours mettent à l'honneur le sport en littérature. Ainsi, dès 1928, sous l'impulsion de Marcel Berger, la Fédération française de football organise un concours littéraire dont le jury est présidé par Jean Giraudoux. Ce concours bénéficie d'une importante campagne de presse, relayée aussi bien par la presse sportive que par la presse généraliste. Elle mobilise entre 300 et 550 plumes chaque année. C'est un prix auquel tient particulièrement Giraudoux puisqu'il va l'accompagner pendant de nombreuses années jusqu'à son décès. Cette initiative est suivie par l'Aéroclub de France qui crée son Grand Prix littéraire en 1936, puis par l'Association des écrivains sportifs qui décerne son Grand Prix de littérature sportive dès 1942. En 1942, par exemple, se trouve récompensé Gilbert Proutot pour Rythme du stade, en 1943, Frison Roche pour Premier de cordée. Rappelons par ailleurs que les Jeux olympiques comptent depuis 1912 des concours d'art en littérature, architecture, peinture, musique et sculpture. En 1924, la médaille de vermeil est remportée par Géo Charles pour une pièce en plein air, Jeux olympiques. Il devance ainsi Henri de Monterland, qui avait proposé au concours son recueil Les Olympiques. Mais il a été disqualifié pour n'avoir pas respecté le règlement, puisque ne pouvaient être proposées que des œuvres qui n'avaient pas été publiées. Or, les Olympiques ont été publiés quelques mois auparavant.
Profitant de cet engouement, des maisons d'édition dédient des collections spécifiques aux romans sportifs. La littérature populaire y voit notamment l'occasion de moderniser ses intrigues. Le terrain de sport devient un nouvel espace d'investissement littéraire, avec sa dramaturgie propre, ses espaces, ses champions. Dans la France des années folles, une vague d'émancipation et de liberté séduit la jeunesse, bousculant les codes en vigueur et les normes esthétiques. L'avènement de la garçonne chahute les modèles traditionnels de féminité. L'impératif de minceur affine les silhouettes féminines. La mode du bronzage et du sport modèle les corps. Pour Paul Morand, à partir de 1920, une heure des plus étonnantes de l'histoire du monde passait devant nous. Il fallait la saisir, la photographier. Si le sportif attire davantage l'attention des romanciers que la sportive, il n'en reste pas moins que la dimension subversive de cette dernière relève d'un potentiel romanesque. Pour autant, cet élan émancipatoire n'est pas si radical. Et dès la fin de la Première Guerre mondiale, la droite maintient sa position conservatrice, se montre naturellement attachée à l'ordre établi, vante les vertus de l'éternel féminin et la mission maternelle de la femme. Tout un pan de la société rejette donc les nouvelles féminités émancipées et libérées. Le personnage romanesque de la sportive se trouve alors traversé par ces idéologies contradictoires. Pour reprendre les termes de Mireille Kallgruber, si une partie de la littérature conserve les cordes traditionnelles de genre, une autre, pyrogène, tente de mettre le feu aux convenances, de chahuter l'ordre établi et de produire des portraits de championnes pour le moins surprenants. Un auteur que l'on n'entend pas dans cette veine, surtout quand on a lu la série des jeunes filles, c'est Henri de Monterland. Pourtant, le romancier se passionne pour les figures de sportives. Il va assister d'ailleurs aux Jeux mondiaux de 1922 au Stade Pershing. Et il va révolutionner la façon de décrire les corps féminins en s'attardant sur les muscles, qu'il nomme par un vocabulaire anatomique étrangement doté d'un charme poétique. Je cite un extrait de son roman « Le songe ». Chaque muscle qu'elle se représentait, elle le nommait par son nom, lui imaginait un petit dieu pour lui seul, comme les dieux des menus objets dans l'ancienne Rome. Elle nommait les débordements, elle nommait les recouvrements, le fascialata, comme un grand courant magnifique, ce grand fascialata étendu sur toute la face externe de la cuisse, depuis la hanche jusqu'au-delà du genou. Le couturier, jeté de part en part, promontoire solitaire et superbe. Les fibres des corps charnus, apparentes çà et là, comme si, par place, la peau était délicatement usée. Les digitations du dentelé, chacune au-dessus de celle d'une côte, telle qu'une marche au-dessus d'une marche. Le profond coraco huméral, invisible, très secret, mais qui jaillit à travers les selles, comme une corde si le bras est levé. Et au-dessus de ce bras levé, à l'insertion du deltoïde sur l'épaule, ce tumulte admirable, ce grand creux démonté, pareil aux entonnoirs de la mer. L'écriture est très loin des portées littéraires traditionnelles, où on cherchait essentiellement à voiler les corps et où on ne dévoilait finalement que les poignets ou les chevilles, en ce qui concernait les personnages féminins. Ici, le corps est scruté dans ses particularités anatomiques et musculaires. L'écriture recourt à des images sensuelles, voire imagées, attentives aux perceptions sensitives et kinesthésiques. Dans cette attention portée par la littérature au corps des sportives, nous pourrions citer les œuvres de Paul Morand, d'Henri Chabrol ou encore d'Henri Bordeaux. En 1951, Gilbert Proutot propose un roman, Saison blanche, salué par la critique et que Frison Roche considère comme le premier grand roman sur le ski. Le personnage principal, Laurence, est championne du monde de ski. L'écriture accorde au personnage compétences techniques et performances. Le plaisir du corps se conjugue avec la liberté. Je vais vous citer un extrait où elle essaye de verbaliser le plaisir qu'elle éprouve dans la pratique du ski. Le ski, tu ne peux pas savoir. La course, la nage, le cheval. Multiplie par 100 chaque sensation. J'ai goûté à l'auto, à l'avion. Plaisir bâtard. C'est une machine qui fonce ou qui vole pour toi. Tandis que nous, c'est ton propre corps qui provoque ton plaisir, qui le contrôle et qui l'accélère. Comme en amour, mais là, seul et libre. Tu comprends ? Libre. Quand je cours ou quand je saute sur un stade, je suis toujours traquée, entravée par des soucis de style ou de souffle. Et on retombe à chaque foulée. À cheval ou en voiture, je suis tributaire de ceux qui me transportent. Mais là,
Imagine toutes les joies du geste parfait, la griserie qu'on éprouve, enfant, à faire des glissades sur un lac gelé, l'élan qui te fait bondir lorsque t'abordes un grand bonheur, et ajoute-y cette douceur frénétique de la pente, ces vertiges savants des virages, ce défilé d'arbres et de montagnes, et les caresses du vent, et la neige amicale et douce à ton visage, et prête à recueillir tes chutes. Et ajoute-y surtout le mystère animal et divin qui anime une descente et la vitesse, qui purifie chaque battement de cœur. Ajoute-y encore tout ce que je ressens sans pouvoir te l'exprimer. Alors certes, ici on a des portraits plus ou moins assez élogieux des sportives avec cette reconnaissance du muscle qui est particulièrement novateur, de la performance, de la compétence technique. Pourtant, parfois, le romancier va aussi moquer les prétentions féminines en matière de sport, à l'exemple de Robert Dieudonné, qui trouve ridicule les nageuses qui prétendent traverser la Manche. Alors on est en 1924, il faudra attendre 1926 pour que Gertrude Ederle vainque le Channel, battant le record masculin de près de 2 heures. Je cite. « Adolphe Tricard connaissait la vie et savait traiter les affaires. Placier en liqueur, il avait passé la meilleure partie de sa vie dans les cafés et devant les comptoirs, jusqu'au jour où, voyant en sa fille une nageuse hors pair, il avait résolu de tirer un revenu des qualités sportives de Zizi. Depuis 2 ans, cette jeune personne aventureuse faisait le plongeon de la mort dans toutes les fêtes nautiques, participait à toutes les courses, à tous les championnats et touchait des cachets de tous les organisateurs. Malheureusement, la curiosité publique se lasse trop vite. Les exhibitions devenaient plus rares et moins rémunératrices, malgré des qualités qu'accroissait chaque saison. Aussi, Adolphe Tricard avait-il résolu de frapper un grand coup en faisant traverser la Manche à Zizi, qui ne doutait de rien et d'ailleurs s'en fiait à l'ingéniosité de son père. Le placier n'était pas de ceux qui hésitaient sur la qualité des moyens. Il lui paraissait bon dès l'instant qui lui assurait la réussite. Certain de n'être pas surveillés de trop près par des sportman que laissait sceptique la 100e tentative infructueuse de la saison, à 2000 de la côte anglaise, il avait passé tout tranquillement une amarre à sa fille qui se laissait porter. Au bout de son amarre, Zizi se laissait tirer. De temps en temps, elle prenait au bout d'une petite fourche une banane ou un morceau de jambon. Mais bientôt, elle déclara qu'elle en avait assez. Et avant que Tricard eût le temps de rien faire pour conjurer ce coup de tête, elle s'était hissée dans le bateau. Parmi les romanciers et écrivains que j'ai convoqués, vous l'avez sans doute remarqué, ne figurent que des plumes masculines. Où sont les romancières, me direz-vous donc? Elles ont très peu investi la thématique sportive, et quand elles le font, c'est souvent de façon maladroite, comme pour légitimer un ordre de genre dans une perspective très traditionnelle. Je parle de la première moitié du XXe siècle. Souhaitant faire accepter leurs plumes, bien conscientes qu'elles mettent en scène des personnages qui en eux-mêmes distordent les règles, elles ne vont pas trop loin. Souvent, elles cherchent d'ailleurs par leurs romans à faire la promotion du sport féminin. Elles sont donc souvent assez consensuelles pour ne pas faire de tort à une cause qu'elles souhaitent défendre. On peut penser notamment à Marthe Berthomme et son roman Sportive, publié en 1925. L'engagement de Marthe Berthomme dans le monde sportif est à souligner. Elle est notamment médecin et présidente de la Ruche sportive féminine. Le but de cette association est de réunir, je cite, tous les éléments féminins désirant acquérir et conserver force et santé par la pratique des exercices physiques et des sports. Dans son roman, Marthe Berthomme met en scène la Société des Amazones, un club sportif féminin. Le roman valorise la mesure de l'éducation physique et tend à condamner les excès du sport, s'inscrivant dans la lignée des valeurs de l'association qu'elle préside. Ainsi, dans l'intrigue, une des sociétaires, Lucette, alors qu'elle vient de remporter le titre de championne de Paris en cross-country, meurt des suites de l'effort. En épilogue, Herviane, le personnage principal, devenu mère d'une petite fille, conclut, je cite, « La culture physique ne présente que des avantages. Ma petite-fille en bénéficie déjà. Mais je lui épargnerai plus tard les luttes athlétiques. Je craindrais trop d'épuiser ses forces en excitant sa vanité. » L'intérêt essentiel de ce roman réside dans la peinture qui est faite de l'ouverture des Jeux mondiaux féminins au stade Pershing de Paris en 1922. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire ce petit passage.
Le brillant défilé qui devait ouvrir les Jeux olympiques féminins se préparait aux alentours du stade Pershing. Depuis midi, les tribunes s'étaient emplies d'une foule trépidante et convaincue dans les populaires, un peu disparate et plus réservée dans les premières. Les sociétés sportives, accourues des différentes provinces de France et même de l'étranger, ralliaient leur équipe en groupements compacts. Et c'était tout autour de la grande ellipse un chatoiement de couleurs, du blanc baigné de lumière jusqu'au bleu sombre, îlot épars sur la palette du stade, dont les ombrages lointains du bois de Vincennes formaient le contour indécis. Aux accords d'un orchestre de la garde républicaine, les sportifs s'avançaient en rang. Elles allaient, lentes et graves, et leurs pieds se détachaient de la cendrée dans un rythme uniforme de grâce. Une impression d'harmonie se dégageait de l'ensemble. Les défaillances individuelles s'atténuaient dans ce mouvement continu qui ondulait autour du stade, comme la lame encerclant la grève. Et les tuniques, les maillots aux couleurs vives, projetaient sur le sol terni un grand reflet de clarté. Les applaudissements éclataient chez les populaires. On s'y nommait les sociétés de province, on y appréciait celles de l'étranger. Les Anglaises hardies, aux jambes effilées, aux attaches un peu sèches, les Tchécoslovaques, courtes et replètes, mais bien entraînées. Derrière les Américaines, aux formes solides, aux larges épaules, aux bustes raidis, marchaient les Amazones. Autre romancière que vous connaissez peut-être, Berthe Bernage. Elle est essentiellement connue pour sa série Brigitte, dont les volumes sont publiés dans la collection Bibliothèque de ma fille de Gauthier Languereau, appartenant à la mouvance chrétienne de l'édition. Cette série, au personnage éponyme, est un véritable succès éditorial. Brigitte jeune fille paraît d'abord en feuilleton dans La Veillée des Chaumières, en 1925, avant d'être rééditée en fascicule. Dès 1926, l'auteur propose un nouveau volume avec Brigitte jeune femme. La série s'étoffe rapidement et se poursuit jusqu'en 1972, ne comptant pas moins de 32 livres. Or, dès le premier volume, Brigitte affiche une identité sportive. Elle est cette jeune fille qui court après les balles, roule à bicyclette et canote et nage. 2 chapitres sont d'ailleurs explicitement dédiés au sport, Brigitte au tennis et Brigitte au bain de mer. Huguette, la garçonne, sert de contre-modèle. Elle cristallise tous les excès, y compris dans le domaine sportif. À l'inverse, Brigitte reste une jeune fille sage et obéissante, même quand il s'agit de sport, car elle doit servir de modèle à ses jeunes lectrices. Enfin, dans son roman « Les jeunes filles au soleil », publié en 1945, Marie-Thérèse Ekiem, membre active du rayon sportif féminin, s'attache à mettre en évidence les bienfaits du sport, dans une perspective à la fois traditionnaliste et chrétienne. Si son essai « La femme et le sport » tente de faire un tour d'horizon des différentes pratiques physiques féminines, son roman répond à ce même souci d'exhaustivité. Les sportives excellent en athlétisme et en natation, mais elles sont également des adeptes de la méthode naturelle et des méthodes rythmiques et harmoniques. Le roman, sans grand intérêt littéraire, sert surtout de promotion à une pratique sportive raisonnée. Vous l'aurez compris, sous les plumes des quelques romancières s'intéressant aux sportifs dans la première moitié du XXe siècle, le personnage est presque toujours le même. Modéré, mesuré, lisse. Au point que Michel Savary, en 1954, questionnant ses lecteurs, remarque, je cite, « Avez-vous remarqué que, dans les romans, ce sont toujours les garçons qui se montrent courageux, font des sauvetages, bravent 1000 dangers et tirent tout le monde d'embarras par leurs astuces et leur audace? Les filles dans tout cela? Eh bien, les filles sont devant 2 possibilités. Ou être les victimes qu'on vient secourir, ou être les spectatrices qui applaudissent à l'héroïsme des autres. Les filles ont bien entendu peur des souris, peur du noir, peur de l'eau froide, peur du vide. Elles tombent en pamoison, s'évanouissent pendant que Robert ou Yann sauvent la situation. Tout cela est si faux, si injuste, que j'ai voulu raconter qu'il y a des guides, des éclaireuses, qu'il y a des filles, sans peur, et quelquefois presque sans reproche. Son roman, L'Escadrille blanche, publié donc en 1954, est destiné à la jeunesse. Il est particulièrement moderne, dans le sens où il entend proposer un modèle de jeune fille forte à ses lectrices, comptant bien sur le pouvoir identificatoire de la lecture pour susciter quelques vocations. Enfin, dans cette présentation, nous tenions à donner le dernier mot aux sportives, à restituer la parole des pionnières, des aventurières, des championnes, mais aussi des dilettantes et des oubliées.
celles qui finissent dans les silences de l'histoire. Alors que les discours sur le sport sont majoritairement produits par les hommes, y compris lorsqu'il s'agit d'évoquer la pratique au féminin, certaines sportives prennent la plume pour livrer leurs engagements, leur expérience, leurs combats et leurs victoires, parfois leurs doutes et leurs échecs. Qu'elles soient touche-à-tout ou spécialistes, qu'elles investissent la pratique dans une logique de distraction, de loisir ou de performance, elles traduisent cette appropriation de leur corps et ce plaisir physique intimement lié à la joie de vivre et au dépassement de soi. Certaines réclament un accès à la liberté par le sport, par leur corps, mais toutes ne s'inscrivent pas dans une dimension militante et revendicative. Certaines ont même intériorisé les stéréotypes de genre et témoignent de leur difficulté à bousculer les frontières, à trouver une légitimité. Écoutons plutôt Virginie Herriot, qui, dans un très beau texte, la 9e Olympiade, se souvient de sa victoire en voile aux Jeux Olympiques d'Amsterdam en 1928. La France, la Hollande, la Suède ont chacune 2 premiers prix, égalité. Aujourd'hui, journée décisive. Un de ces 3 bateaux doit sortir vainqueur. Une de ces 3 équipes doit prétendre ce soir au plus grand titre du monde, champion olympique. Heure d'angoisse, de lutte, et puis enfin, la victoire, la gloire. J'étais si émue. Aux dernières manœuvres, mon cœur battait si fort. L'émotion faisait place à la joie qui se prépare dans l'orgueil. C'était si beau, si bon de voir l'aile, mon bateau, la France, victorieuse. Nous venions de virer la dernière bouée. Avec une très belle avance, nous étions premiers, oui, vainqueurs. Mais là-bas seulement, à 3000 d'ici, l'arrivée. La nuée des bateaux mouillés, le navire de guerre et la ligne d'arrivée marquée par les 2 pavillons orange. Rien ne pouvait nous arriver pour nous empêcher de gagner. Et cependant, en mer, on ne sait jamais. Le silence le plus angoissant pesait à bord. Nous n'osions pas nous regarder, nous réjouir encore. L'équipage, bouché à la barre, impassible pour nous, était anxieux et la gorge sèche. Mais nous approchions et bientôt, je n'oublierai jamais la lenteur, la pesanteur de l'arrivée de notre belle victoire. Nous approchions rapidement. Les pavillons orange claquaient bien dans la brise. Le silence suffocant régnait encore à bord. Lorsqu'à 100 mètres de l'arrivée d'un yacht allemand, un cri déchira l'air. « Vive Madame Herriot! Vive la France !» Ce fut un grand réveil, pour nous, éclatant, brutal. Les nerfs se détendirent. Frémissant de joie, nous dépassâmes les pavillons et je vis sur le bateau de guerre un officier donner le top pour tirer le coup de canon. Victoire, victoire, victoire. Du grand bateau blanc qui suivait les Olympiques depuis 7 jours, monta tout à coup la Marseillaise. De cette foule penchée sur nous, avec tous les accents du monde, s'élevaient les cris de « Vive la France ! Vive Madame Herriot !» Il est intéressant de voir une sportive, ici consciente de la dimension nationale de sa victoire, fière de son hymne, de son drapeau. On est loin du modèle de la femme fragile, qui doit limiter ses efforts et se contenter à des pratiques d'éducation physique, sans dimension performative. Cette indépendance, certaines la revendiquent, comme Marthe Houllier. Née avec le siècle, cette intrépide sportive pratique l'équitation, le hockey ou encore le canoë-kayak. Mais elle se passionne surtout pour la navigation. À 25 ans, déjà remarquée pour ses travaux en archéologie, les Annales politiques lui consacrent un portrait dans lequel elle ne manque pas de revendiquer l'indépendance des femmes de sa génération. Je cite. « On s'effraie hypocritement de notre goût de l'indépendance, indépendance achetée d'ailleurs à la sueur de notre front. Il est vrai que celles qui pensent travaillent de plus en plus, avec cette obstination souvent silencieuse qui est la force de la femme, à leur liberté. Elles veulent que leur choix soit libre et qu'entre leur enfance et la maternité, elles aient le temps de se reconnaître, d'établir une personnalité, d'agir par elles-mêmes et que plus tard, leurs fils, fiers d'elles, les considèrent comme des amis, non comme de pauvres êtres qu'il faut ménager. Que nous reprochent encore nos aînés ? Notre avidité devant la vie ? Alors qu'elles s'amusaient avec la plus parfaite insouciance avant la guerre, nous étions des enfants cloîtrés à l'école. Pendant la guerre, nous y étions encore. Nos jeudis ne connaissaient aucune récréation. Et bien avant l'âge auquel conviennent les responsabilités, on nous répétait déjà qu'il faudrait remplacer les hommes et que la vie, pour nous, serait dure. Pourquoi se plaindre alors de notre garçonnisme si nous avons été contraintes de nous faire une âme virile ?
Si peu de sportives ont embrassé une destinée de militantisme féministe, force est de constater que par leur exemple, par leur prouesse, elles ont ouvert les portes des stades à celles qui allaient suivre. Vous l'aurez compris, l'enjeu de cette communication était pour moi, ce soir, de rendre audibles les textes qui ont accompagné l'émergence des sportives. Le corpus présenté, avec la diversité des genres convoqués, du traité de médecine au manuel de morale, des romans au témoignage, a tenté d'être représentatif de ces voix, des représentations qu'elles génèrent et qui accompagnent la naissance et le développement du sport féminin. Nous ne pouvions prétendre à l'exhaustivité et des choix ont nécessairement été opérés. Un constat toutefois émerge. La réappropriation quasi systématique du sport féminin par les discours et les pratiques, souvent d'exclusion, de stigmatisation. Si le sport féminin s'est structuré en dehors de mouvements déjà existants, organisés et pensés par et pour les hommes, c'est bien parce que ces mêmes structures de l'USFSA, donc la grande fédération française omnisport, née donc à la fin du XIXe siècle, est réservée aux hommes. Donc c'est bien parce que ces structures, l'USFSA et le CIO, Comité international olympique, refusaient d'intégrer les pratiquantes. La récupération s'opère alors par les textes, qui tentent de limiter les pratiques, craignant que ne soit mise à mal cette citadelle masculine que représente alors le sport. Je vous remercie pour votre attention. Et je pense, je ne sais pas s'il y a un temps de questions. Tout à fait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? J'ai beaucoup apprécié votre exposé. J'aurais aimé savoir ce que vous avez pu, à la lecture de Colette, déduire de ses positions quant au sport féminin. Parce qu'elle a beaucoup évolué quand même. Elle a eu une longue vie. Elle a eu une longue vie et elle a au début condamné un peu les femmes viriles. Il fallait qu'une femme soit mince, mais pas trop, qu'elle ait un du ventre. Bon, comment elle a évolué au niveau du sport ? Alors, c'est très, très intéressant, votre question. Dans mon recueil, effectivement, j'ai mis un extrait, puisque Colette va parler de sa pratique de la bicyclette, notamment. Mais ce qui est intéressant avec Colette, c'est qu'elle a un mode de vie complètement émancipé, mais absolument pas une posture de militante féministe. Donc, il y a ce hiatus. Et pour autant, alors, ça revient à questionner qu'est-ce que c'est que le féminisme. Est-ce que c'est prendre part de façon militante à un mouvement politisé, ou est-ce que c'est ouvrir les portes et la voie à d'autres femmes par l'exemple ? Donc la voix de Colette est intéressante parce que sans vouloir faire de féminisme, en fait, sa vie est un exemple de mise en œuvre d'un mode de vie émancipé qui a pu bénéficier aux femmes ensuite. Et effectivement, elle s'est intéressée au sport. Elle a pratiqué très tôt la bicyclette, souvent dans des groupes d'hommes, d'artistes. Voilà. Il y a quelques pages sur la baignade aussi qu'on retrouve chez elle. Sur le tennis. Pardon ? Et sur le tennis. Oui, exactement, sur le tennis. Et je pense que ce qui en ressort, c'est non pas la revendication du droit à la pratique, mais juste ce plaisir physique, voilà, cette liberté qu'elle recherche finalement dans toute sa vie. Et effectivement, j'aurais pu citer Colette. Oui. Merci pour votre exposé. Alors, je voulais dire sur l'équitation, au début, les femmes en faisaient à condition de monter en selle d'Amazone et en jupe. Elles ne montaient pas à califourchon sur le cheval, mais elles s'en avaient fait assez tôt, surtout dans les milieux aristocratiques, et pas que ça. Ouais. Oui, c'est effectivement ce que je disais, que l'équitation avait été très tôt ouverte aux femmes, mais avec des modalités de pratique particulières, je ne l'ai pas spécifié, on montait en Amazone. Ce qui est intéressant aussi avec le port de la jupe obligatoire, c'est qu'on va le retrouver au niveau du cyclisme. Alors, je ne me souviens plus exactement les dates des lois, mais la loi a évolué suite aux accidents de la route, puisque monter avec des grandes jupes... comme on avait à l'époque les jupons, etc., sur des vélos dont les chaînes n'étaient pas toujours protégées, il y avait énormément d'accidents de la route, puisque les jupes des femmes se prenaient dans les chaînes. Et donc, la femme a été autorisée à porter le pantalon, puisque jusqu'alors, on considérait que c'était un travestissement. Elle a été autorisée à porter le pantalon dans la mesure où elle avait la courroie de son cheval à la main ou le guidon de la bicyclette à la main. Voilà, pour limiter les problèmes de circulation.
Et moi, j'avais une question sur l'éducation, éventuellement les manuels d'éducation, ou à quel moment, et est-ce au même moment que la pratique sportive est introduite dans les écoles de garçons et de filles, ou est-ce qu'il y a des textes pédagogiques à ce sujet? Alors, ça vient sur la deuxième période, c'est pour ça que j'ai pas... Enfin, pour les femmes, puisque les lycées, enfin, les établissements garçons-filles sont séparés. Les garçons, alors c'est très intéressant, puisque Pierre de Coubertin, on le connaît comme le restaurateur des Jeux Olympiques, mais à la base, c'est un pédagogue. Et donc, il va observer ce qui se passe dans les lycées en Angleterre, et son œuvre pédagogique vise à introduire dans les lycées, donc pas pour n'importe qui, les lycées de garçons, et donc d'une élite sociale, le sport, parce qu'il estime que le sport demande des prises de décision rapides, demande une forme de débrouillardise, exactement ce que reprend Alice Milla dans l'extrait que je vous ai cité. Et donc ça convient bien aux hommes qui auront peut-être des missions importantes à gérer dans la vie, et donc aux hommes des classes dirigeantes, d'être formés par le sport pour justement être capables de prendre des décisions rapides. Par contre, on ne l'envisage pas pour les femmes à ce moment-là. La femme, c'est l'éducation physique. Donc l'éducation physique va rentrer dans les écoles, mais par des méthodes mesurées. Oui, en 1887, je crois, pour l'éducation physique pour les femmes dans les écoles. Oui. Mais voilà, c'est une éducation physique. On n'est pas dans la pratique sportive si on définit le sport comme une pratique avec une recherche de performance, de compétition. Bonjour. Vous n'avez pas parlé des sports mécaniques. Non. Or, il me semble qu'il y a eu quelques femmes pilotes, automobiles, pilotes d'avion. Vous avez parlé de la voile, mais il n'y a pas que. Donc, qu'en est-il des sports mécaniques? Alors, votre remarque est très intéressante, puisqu'effectivement, les femmes, et alors c'est pareil, c'est une histoire de classe sociale, les femmes des classes aisées vont s'intéresser très tôt à l'automobile. Je recherche un texte, justement sur... J'ai mangé son nom, en plus j'ai honte. Ah, ça va revenir. Sur l'une des premières qui va, voilà, la Duchesse d'Uzès, je ne voulais pas dire de bêtises, qui est la première à pratiquer, à passer son permis de conduire, la première femme. Et comme l'Automobile Club de France est fermé aux femmes, elle va être à l'origine de la fondation en 1926 de l'Automobile Club féminin, dont elle sera présidente jusqu'à sa mort. Mais là, pareil, ça va toucher une marge de la population assez restreinte, l'élite sociale, et puis dans les centres urbains. D'abord Paris, puis après la province. Alors, je n'ai pas parlé de l'automobile. Je me suis intéressée à quelques textes, notamment de la baronne de la Duchesse d'Uzès, mais simplement parce que ce n'était pas dans mon corpus de thèse. Voilà. J'avais évacué les sports mécaniques. Par rapport à d'autres pays ou en Europe ou au-delà, est-ce qu'ils étaient plus en avance à ce niveau-là, justement ? Alors, la question est intéressante. Les cultures sont absolument pas les mêmes. En Angleterre, oui, mais de toute façon, ça rejoint le mouvement sportif, puisque le mouvement sportif est né en Angleterre, donc forcément, les hommes y ont accès plus tôt. Après, ça a diffusé dans l'Europe, et donc les femmes vont y avoir accès plus tôt. C'est aussi très certainement en mettre en lien avec les mouvements féministes qui ne sont pas les mêmes dans les deux pays. Et par exemple, les suffragettes vont se servir du jujitsu pour défendre dans la rue leur corps, dans la défense de leurs droits, en fait. Donc, il va y avoir une utilisation, notamment des sports de combat par les suffragettes. Aux États-Unis, c'est pareil. Très tôt, la natation va être investie. Alors, il y a aussi des variations en termes de sport, puisque je vous parlais de l'USFSA qui refuse l'intégration des sportives. Par contre, très tôt, les clubs de natation vont intégrer les sportives, ce qui peut paraître surprenant, puisque quand on nage, on est en partie dévêtu. Mais finalement, ça correspond avec un imaginaire proche au féminin. L'eau, c'est l'imaginaire de Blondine, etc. Mais surtout, contrairement à l'athlétisme, on a l'impression qu'il n'y a pas de mouvement explosif. Et donc, ça ne mettrait pas à mal le corps des femmes. Voilà. Pour autant, on considère que la grande distance est compliquée. Voilà. Et donc les États-Unis, il va y avoir des nageuses aussi importantes aux États-Unis très tôt, mais avec des normes aussi. Annette Kellerman, par exemple, a été... je crois que c'est Annette Kellerman qui a été arrêtée puisqu'elle était en tenue de plage, un endroit en bord de mer où elle était considérée trop dévêtue.
Que de chemin parcouru, du coup. Pardon ? Que de chemin parcouru. Oui. Si vous n'avez plus de questions, nous allons vous remercier pour cette intervention passionnante. Et je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine conférence le 10 novembre, le sport vu par les peintres au XXe siècle. Merci beaucoup. Merci beaucoup.